Bonjour, alors nous voilà pour la correction de la partie 2 du cours sur les villes au Moyen Âge, avec une partie dans laquelle on voit que les villes deviennent plus puissantes, s'affirment, et qu'un groupe apparaît, le groupe des bourgeois. Donc, dans une première sous-partie, je vous ai proposé comme titre un proverbe allemand du XVe siècle, l'ère de la ville rend libre. Donc ça a l'air un petit peu mystérieux comme ça comme phrase, et donc je vous ai soumis deux documents pour vous faire comprendre cette idée que la ville est un endroit de liberté. Alors ça commençait avec un texte un petit peu difficile, une charte de franchise que je vous ai expliqué donc dans une petite vidéo précédemment, et je vous demandais donc d'indiquer l'auteur et le titre. Donc l'auteur ici, c'est Louis, qui est comte de Blois. C'est donc un grand seigneur et de Clermont. Le titre, c'est Charte de franchise accordée aux habitants de Blois. Donc, charte de franchise accordée aux habitants de Blois. Alors, une charte, c'est un texte officiel. Et franchise, ça vient d'un vieux mot ancien donc du Haut Moyen Âge, franc, qui veut dire libre. Hein. Rappelez-vous, le peuple des Francs, comme Clovis, c'est un peuple d'hommes libres. Donc les mots dans lesquels il y a le radical franc sont en rapport avec la liberté. Donc ici, il s'agit d'un texte qui va accorder des libertés aux habitants de Blois. Ensuite, je vous avais demandé de revoir des définitions. Le mot tenure. Alors, le mot tenure, nous avions travaillé sur ce mot lorsque nous avions fait les exercices sur les différentes parties de la seigneurie. Donc voilà le document sur lequel on a travaillé. Et on retrouve ici les tenures. Donc leur fonction, rappelez-vous, c'est le texte qu'on avait découpé-collé. Hein. Ce sont les terres louées aux paysans par le seigneur. Et en échange de cette terre, eh bien, les paysans payent un cens, un loyer, et doivent aussi donner une partie de leur récolte au seigneur. Donc pour tenure, on pourrait avoir cette définition-là. Terre louée aux paysans par le seigneur en échange de taxes. Pour corvée, on a le même document qui peut être utilisé, puisque dans l'exercice, on nous expliquait que la réserve, les terres que le seigneur garde pour lui, sont travaillées par les paysans, appelés serfs, et que c'est fait sous forme de corvée. Hein. C'est un travail gratuit, obligatoire pour le seigneur. Donc voilà la petite définition que ça peut donner. Une corvée au Moyen Âge, hein, c'est un travail gratuit obligatoire des paysans pour le seigneur. Rappelez-vous, en échange, ils peuvent se réfugier dans le château. Alors voilà, tout ça c'était des rappels, mais globalement, quelle était l'idée du général du texte? Eh bien, c'est que ce seigneur annonce aux habitants de sa seigneurie, hein, ceux qui ont des tenures, qu'ils n'auront plus à payer la taille, hein, qui est un impôt annuel, et puis aussi que ceux qui étaient des paysans non libres peuvent devenir libres et qu'on ne fera plus les corvées en dehors de Blois pour ceux qui habitent dans la ville. Ainsi, pour l'idée générale du texte, je vous propose cette réponse. Le Seigneur accorde des avantages, c'est quand même quelque chose de positif pour les habitants de la ville de Blois. Pas de taille, pas de corvée hors de la ville et de la liberté même pour les paysans non libres. Du coup, je vous avais donné comme cours les phrases qui sont ici. Les habitants des villes comme ceux des campagnes sont sous l'autorité d'un seigneur. À partir de la fin du XIe siècle, certains d'entre eux obtiennent des chartes de franchise qui leur accordent des libertés ou des avantages, comme on vient de le voir ici. Hein. Donc voilà ce que c'est qu'une charte de franchise, un texte qui reconnaît des droits et des libertés aux habitants des villes. Le deuxième texte concerne toujours un seigneur. Cette fois-ci, nous sommes trois. On nous demande qui est son nom. Comme dans le premier texte, on trouve l'information au début, ici. Thibaut, comte de Champagne et de Brie. Alors ce seigneur, qu'est-ce qu'il annonce? Que chaque année, il va nommer 13 hommes et que ces 13 personnes, 13 hommes, éliront l'une d'entre elles comme maire. Ça nous parle un peu, hein. On parle de commune, de maire. Donc il est en train de créer une sorte de conseil municipal en désignant des personnes. Alors qu'est-ce qu'elles doivent faire ces personnes? On va trouver ça ici. Elles doivent garder la ville, c'est-à-dire assurer sa sécurité, la gouverner,
hein, s'occuper de la faire fonctionner, qu'elle soit propre, etc. Donc les affaires de la ville aussi. Et ils vont lever les impôts, ramasser les impôts, l'argent de la ville. Donc voici la réponse qui peut correspondre à la question. Les 13, sous-entendu les 13 personnes, vont assurer la sécurité, hein, garder la ville, l'administrer, la gouverner, gérer les affaires et l'entretenir aussi, grâce à l'argent des impôts. À quel pouvoir important ce seigneur renonce-t-il à 3? Donc le premier, hein, c'est les impôts, il renonce à lever les impôts. Et puis le deuxième, c'est la justice. Je donne aux habitants de la commune de Troyes la justice sur la ville. Donc il renonce à son droit de lever les impôts et de rendre la justice. Mais seulement à Troyes. Hein, il nous dit bien qu'en dehors de la ville, il continuera à être le seigneur référent pour toutes ces choses-là. Pour finir, il y avait un mot qui était 2 fois souligné dans le texte, qui était le mot commune. Je vous demandais d'aller retrouver la définition de commune dans votre livre. Donc ça se trouvait page 98. Une association de bourgeois, ça c'est un mot qu'on n'a pas encore croisé, d'une ville qui bénéficie de droits et privilèges. C'est bien le cas, ils ont des avantages, des libertés supplémentaires que leur donne le seigneur. Alors franchement, on est en droit de se demander pourquoi ces seigneurs. On a vu Louis, comte de Clermont et de Blois, on vient de voir ici celui de Troyes. Comment se fait-il que ces seigneurs abandonnent une partie de leur pouvoir aux habitants des villes? Hein, normalement, ces pouvoirs sont très intéressants, ils ne devraient pas les céder. Donc je vous ai mis un petit schéma ici qui rassemble justement ces informations, où on voit que ici on a bien le seigneur qui contrôle la ville, mais face à lui, il se retrouve avec des gens qui sont de plus en plus riches, hein, la catégorie des bourgeois qu'on va étudier justement. Et ces gens qui sont de plus en plus riches, eh bien, ils veulent du pouvoir. Soit ils se révoltent contre le seigneur, soit ils négocient avec lui pour avoir des avantages. Souvent, le seigneur, il n'est pas dans la ville, il est dans sa seigneurie, enfin une partie de sa seigneurie, là où il a son château, il n'est pas souvent sur place, et ça l'arrange bien que certains bourgeois veuillent bien s'occuper de la ville. Du coup, il rédige avec eux ces textes qu'on appelle donc des franchises, comme on a vu, chartes ou chartes de commune. Et du coup, les habitants qui ont ces chartes forment ce qu'on appelle une commune. Donc ici, pourquoi un seigneur qui contrôle une ville comme celle de Troyes accepte-t-il de donner des libertés et des droits aux habitants? Donc je vous propose une phrase assez simple. Le seigneur est souvent sous la pression, hein, soit de négociation, soit même de révolte, des habitants de riches de la ville qui veulent des libertés. D'où le petit résumé qui va avec. Dans certaines villes, les bourgeois, donc les habitants d'une ville qui bénéficie des libertés, obtiennent des chartes de communes. Donc la définition, on l'avait repérée déjà tout à l'heure. Désormais, c'est un groupe d'hommes qui dirigent la cité, s'occupent des réglementations, des impôts, de la sécurité. Dernière partie, après avoir vu donc les libertés, mais qui sont ces bourgeois? Et je vous proposais d'étudier ce groupe par l'intermédiaire d'un tableau qui est dans votre livre. Alors c'est un tableau très important, très intéressant. Je ne vais pas trop entrer dans les détails ici, ça fait déjà plusieurs minutes que je parle, donc ça serait un petit peu long. Mais dans ce tableau, on voit un couple, monsieur et madame Arnolfini. Ce sont des Italiens qui sont donc d'Italie du Nord et qui vivent à Bruges, hein, dans une région drapante. Ils sont très très riches, ils ont fait leur richesse dans le commerce du drap. Et on pense ici que la scène est une scène de mariage, mais on n'en est pas forcément sûr à 100%. Et donc, je voulais que vous releviez des signes de leur richesse. Alors déjà, ça peut être dans le mobilier. Ce miroir ici, convexe, qui est très précieux, avec des médaillons sculptés. Ces meubles, au Moyen-Âge, les meubles sont quand même un signe de richesse. Voilà, ce sont des meubles sculptés. Un lit, un fauteuil et des coffres. Nous avons aussi le grand luminaire qui se trouve ici entre les deux, richement orné. Donc, première chose, le mobilier. Ensuite, les vêtements. Alors, monsieur Arnolfini est très discrètement habillé. Néanmoins, on voit très bien qu'il a un col de fourrure à son manteau. Madame Arnolfini aussi, elle porte de la fourrure à son vêtement. Elle porte également ici un foulard richement orné de broderie.
Elle porte une robe, alors entièrement doublée de fourrure, hein. Bon, il n'y avait pas de chauffage dans les maisons ou très peu, donc c'est un petit peu normal d'avoir des vêtements fourrés. Et surtout, regardez la longueur de sa traîne, hein. Il y a du tissu en très grande quantité, d'une très belle couleur. Plus les tissus sont colorés, plus ils sont chers, surtout certaines couleurs, avec ici aussi, hein, des décorations qui sont très très originales, qui nécessitent beaucoup de tissu et de travail. Donc elle a une robe très luxueuse. On retrouve aussi, hein, ce lien entre richesse et tissu avec tout l'encadrement du lit, hein. Tout le lit est encadré par des tissus. Là aussi, c'est pour une question de préservation de la chaleur. Et on retrouve donc ce drap rouge ici et sur le fauteuil, le coussin. Donc là, on a une famille aussi riche qu'un des seigneurs. Ça pourrait d'ailleurs être des seigneurs, mais ce sont des marchands, des bourgeois. Donc voilà les indices. On avait donc le mobilier avec le lit, le grand lustre, le luminaire et le miroir. Et puis donc tout ce que je vous ai dit sur les tissus. Tissus de qualité, de belles couleurs, en grande quantité, la fourrure et la dentelle de la coiffe de la dame. Et donc je concluais cette partie en disant que grâce au commerce et à la banque, une partie de la population urbaine s'enrichit autant, voire plus que certains seigneurs. Et c'est le groupe qu'on appelle la bourgeoisie. Ce sont eux qui dirigent les villes au Moyen Âge. Voilà, merci.